Imaginez un instant, et si le mot qu'on utilise pour dire rien cachait en fait le secret de l'univers tout entier, et même de la société elle-même? C'est une idée assez folle, n'est-ce pas? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va explorer aujourd'hui en plongeant dans la cosmogonie Bambara. Voilà, cette question, c'est vraiment le point de départ de tout. C'est le cœur de la cosmologie Bambara. Et c'est un système de pensée qui, attention, ne commence pas avec un Big Bang, une grande explosion, non. Tout part d'une absence. On va donc voir ça plus en détail. Pour la plupart des récits de création, il y a un événement, une action. Mais ici, non. On commence avec une absence, un vide. Mais attention, ce n'est pas juste rien. C'est un vide qui est plein de sens, tellement plein de sens qu'on lui a donné un nom, et même un symbole. Alors, ce nom, c'est fou ou fouillis. Essayez d'imaginer ça. Avant toute chose, avant la matière, avant l'énergie, il y a fou, le vide absolu, le néant. Mais c'est un néant qui est aussi un potentiel pur. C'est vraiment la graine de tout ce qui va suivre. Et de ce fou, de ce vide, va naître la toute première chose. Un concept, un signe. On l'appelle Fugundo. Littéralement, le secret du néant ou le secret du zéro. On voit bien que ce n'est pas juste un espace vide. C'est un vide qui contient un secret. Un secret qui est en fait la clé de toute la création. Bon, on a ce secret du néant. Mais quel est ce secret? C'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que le symbole qui représente ce rien, eh bien, il est tout sauf vide de sens. En fait, il va nous emmener sur une piste assez inattendue, jusqu'en Égypte ancienne. Regardez bien. À gauche, on a notre Fugundo Bambara. Et à droite, le hiéroglyphe égyptien Néfer, qui signifie la beauté, la bonté, la perfection. La ressemblance est bluffante, non? C'est difficile de penser que c'est une simple coïncidence. Tout porte à croire qu'il y a une idée, une racine commune derrière ces deux symboles. Et la clé pour comprendre ce lien, elle est dans le détail. La petite croix en haut du Fugundo, ça s'appelle le fiénou, le nez du vent. C'est le symbole du souffle vital. Et ce souffle, il est composé des 4 éléments. La terre, l'air, le feu, l'eau. C'est incroyable, non? Le symbole qui est censé représenter le néant contient en réalité le principe même de la vie. C'est un paradoxe magnifique. D'accord. Donc on a le vide qui contient le souffle de vie, mais comment passe-t-on de ce potentiel à la création concrète? Comment est-ce que ça démarre? Pour ça, il faut introduire un deuxième grand principe, un véritable moteur, le principe de dualité. Alors cet état qui précède la création, on le décrit par une expression glinglanzo. C'est une expression qui évoque quelque chose d'intemporel, d'éternel. Et c'est le dernier mot, zo, qui va nous intéresser tout particulièrement. C'est une autre petite clé qui va nous ouvrir une grande porte. Alors accrochez-vous bien parce que la logique est fascinante. Zo, ça veut dire rouille. La rouille, ça a la couleur du cuivre. Or, le cuivre, c'est le métal qui est associé aux jumeaux, à la gémellité. Et la gémellité, qu'est-ce que c'est? C'est la dualité à l'état pur, le principe même qui permet la création. Vous voyez la chaîne? On part d'un phénomène chimique, la rouille, pour arriver à une loi fondamentale de l'univers. C'est absolument brillant. Ok, donc on a des concepts cosmiques, le vide, le souffle, la dualité. On pourrait croire que ça reste très abstrait, très philosophique. Eh bien, pas du tout. Et c'est peut-être ça le plus fort. On va voir maintenant comment ces grandes lois de l'univers descendent sur Terre, pour ainsi dire, et s'inscrivent dans le langage et même dans l'organisation de la société. On reprend notre mot pour la rouille, sonzon, en malinké. Écoutez bien la sonorité. Ce mot partage une racine, son, avec le mot pour pointe de flèche, mais surtout avec le mot pour ami ou allié. Rouille, pointe de flèche, allié. Ça ne peut pas être un hasard. Ce lien dans la langue nous montre un lien dans la pensée, une connexion profonde entre ces idées. Et voilà où tout se connecte. Le principe de dualité qu'on a vu venir de la rouille trouve son application directe dans la société à travers la figure de l'allié. La dualité cosmique devient l'alliance sociale. Et ça va donner naissance à une institution absolument fondamentale dans les sociétés de cette région. Cette institution, elle a un nom, la Sanonkunya. On la traduit souvent par parenté à plaisanterie ou alliance cathartique. En gros, c'est un système d'alliances sacrées, souvent entre différents peuples, qui organise les relations. C'est comme si l'équilibre de l'univers, le principe de dualité, était directement appliqué pour créer l'harmonie sociale. Les lois des hommes ne font que refléter les lois du cosmos. C'est une vision du monde incroyablement cohérente. Et là, pour vraiment boucler la boucle, pour que tout s'emboîte parfaitement, il nous reste un dernier fil à tirer. Un fil linguistique, encore une fois, qui va connecter cette institution sociale, la Sanankunya, au monde divin, et pas n'importe lequel. On retourne en Égypte avec Osiris. Et le chaînon manquant,
C'est le lièvre. Oui, le lièvre. C'est l'animal sacré d'Osiris qui, on le rappelle, est le dieu de la résurrection, de la renaissance, de la vie éternelle. Et là encore, la preuve est dans le son des mots. C'est phonétique. En copte, l'ancienne langue égyptienne, lièvre se dit sanankou. Écoutez bien, sanankou. Ça sonne presque exactement comme le verbe bambara, sanko, qui veut dire rincer, purifier. Et ce verbe sanko, c'est la racine même du mot sanankunyo, notre fameuse alliance purificatrice. La boucle est bouclée. L'institution sociale qui organise la société est linguistiquement et symboliquement liée à Osiris, dieu de la Renaissance. C'est stupéfiant. Alors, quand on met tout ça bout à bout, du vide primordial au souffle vital, de la rouille à la dualité, de la dualité à l'alliance sociale et de l'alliance sociale au symbole de la Renaissance égyptienne, tout ce système nous amène à une réflexion assez vertigineuse. Et si, au fond, la véritable constitution d'un peuple, ses lois les plus fondamentales, n'étaient pas écrites dans des livres ou des décrets, mais directement dans sa cosmologie, dans sa façon de raconter l'histoire de l'univers.